Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 12 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. Lorsqu'elle tourne aujourd'hui autour des thématiques de consommation, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Macy's massacré, Richemont matraqué. Et oui, ce matin, nous allons vous parler du vrai monde dans lequel vivent les vrais gens, c'est-à-dire pas le monde virtuel et merveilleux de la finance, puisque de temps en temps, eh bien, la réalité vient s'immiscer, même si on ne l'a pas invité, dans les thématiques que suivent les marchés au jour le jour. Et là, clairement, on a un souci avec la distribution. Alors d'abord aux États-Unis, avec une nouvelle et énième déception sur le chiffre d'affaires de Macy's, qui a déjà fermé une centaine de magasins, mais qui ne parvient pas à retrouver la rentabilité dans les autres. Les pertes se creusent. Macy's a dévissé de moins 17% jeudi soir à Wall Street. C'était la plus forte baisse. En un an, Macy's en est à moins 65%. Et je ne vous fais pas la liste de toutes les chaînes classiques qui ont fermé soit définitivement aux États-Unis, comme Marks & Spencer, et puis vous avez les difficultés que rencontre Gap, que rencontre Ross Stores, que rencontrent en fait pratiquement tous les distributeurs, à l'exception peut-être de ceux qui sont sur des petites niches bio qui a le vent en poupe en ce moment. Mais globalement, la grande distribution aux États-Unis est en crise, elle licencie, les centres commerciaux ferment les uns après les autres, les galeries commerciales se désertifient. Que se passe-t-il? Est-ce qu'Amazon leur a complètement piqué le marché? Non. Amazon, certes, est en croissance, mais pas à concurrence de la désaffection du grand public pour la grande distribution. C'est tout simplement, en fait, la consommation elle-même qui est en crise. Et on le voit bien d'ailleurs depuis l'élection de Donald Trump. Vous avez d'un côté une augmentation de 4 000 milliards de la capitalisation de Wall Street, et de l'autre, eh bien, pas un dollar de cette manne financière tombée littéralement du ciel, parce que là, ceux qui se retrouvent avec 4 000 milliards en plus, ils n'ont pas sué sang et eau pour parvenir à accumuler cet argent. Ils pourraient aller le dépenser façon aller casino. Eh bien non, il n'y a aucun ruissellement. La richesse de Wall Street reste à Wall Street et n'enrichit pas du tout le consommateur qui continue, ou en tout cas qui consomme de moins en moins. Mais figurez-vous que les classes moyennes ou les classes défavorisées, qui sont les principales clientes des grandes chaînes américaines, eh bien, ce ne sont pas les seuls à verrouiller un petit peu leur portefeuille. Figurez-vous que l'ultra-luxe commence, lui aussi, à souffrir. Et oui, on a découvert ce matin des résultats de Richemont, le numéro 1 helvétique, le numéro 2 mondial derrière LVMH. Eh bien, Richemont voit ses ventes de joaillerie, de montres de grand luxe se contracter assez fortement. Ça va entre moins 8 et moins 15%. Alors on est à moins 8 pour Cartier, Van Cleef et Arpels, on est à moins 15 pour l'ultra-luxe, c'est-à-dire Piaget, IWC, ces montres manufacturées à la main. Donc c'est finalement le luxe intermédiaire, celui que visent LVMH et Kering, qui arrive à s'en sortir, c'est-à-dire en fait la maroquinerie, les petites babioles entre 1 000 et 3 000 euros. Mais dès qu'on franchit les 10 000, eh bien, on trouve aujourd'hui moins de clients. Alors, est-ce à dire que les riches aussi sont blasés à force d'être riches, voire ultra riches? Et vous voyez que même la flambée des indices boursiers, même la hausse qu'on vient d'avoir, là, de 4-5%, je parle globalement sur les bourses mondiales, cette hausse qu'on vient d'avoir depuis 3 semaines, ce qu'on appelle l'effet Macron, eh bien même ça, les ultra riches n'en profitent plus pour acheter la montre la plus ultra plate ou la plus couverte de diamants, ou les boucles d'oreilles avec les pendants qui pèsent le plus de carats en saphir, en émeraude, etc.
assez curieux tout de même que la richesse boursière ne provoque ni appétit de consommation côté, on va dire, des vrais gens, et ni appétit de consommation du côté des ultra-riches. Nous allons continuer d'y méditer. Bon, nous sommes vendredi, c'est aussi le moment de faire un petit peu le point sur le parcours boursier des différents indices. Eh bien, le CAC 40, lui, va perdre environ 0,9% si on en reste, comme on était en fin de matinée, aux alentours des 5385, 5390. L'Eurostoxx, lui, devrait céder 0,7%. Et à Wall Street, hier soir, on a bien cru qu'il y aurait un faux pas du Dow Jones, du S&P. On les a vus perdre jusqu'à moins 0,7, moins 0,8%. Et puis au final, eh bien, on est rassuré, moins 0,10 à moins 0,2. Et le Dow Jones a aligné sa 13e séance au sein du corridor 20 910, 21 010. Et ben, même chose pour le S&P qui a terminé à 2394 et qui ne sort toujours pas du corridor 2390, 2404, même si hier il y a eu une petite incursion vers 85. Eh bien, on est revenu se positionner exactement au sein du corridor. Donc ça fait 3 semaines pour rien en fait à Wall Street. Cela corrobore ce que je vous expliquais hier, à savoir que c'est un marché dans lequel il n'y a plus acheteur ni vendeur. Mais rassurez-vous, il y a un moment, les centaines de milliards injectés par les banques centrales vont finir par s'accumuler. Et puis hop, on va franchir une nouvelle marche d'escalier et on montera à nouveau peut-être 2-3% comme ça d'un coup en une séance pour ensuite ne plus rien faire pendant 15 jours, 3 semaines. Ce qui sera un vrai beurre pour ceux qui vendent de la volatilité, puisque lorsque le marché ne fait rien, la volatilité s'écrase. Alors, vendre de la volatilité, vous le savez là aussi, ce n'est pas pour les vrais gens. Vendre de la volatilité, c'est pour les super intervenants pesant plusieurs centaines de millions de dollars et qui ont effectivement des couvertures quasiment illimitées pour travailler sur les marchés dérivés. Cette semaine, on a aussi assisté, alors là, un petit peu de volatilité du côté du baril de pétrole, tombé à 44 $, remonté juste avant le week-end à 48. Alors, est-ce qu'enfin on tient un support sur 44 ? Notre analyse est un petit peu différente. C'est que le pétrole, effectivement, a percé le support des 48, a testé un premier point d'appui, remonte de façon assez impulsive, ce qui est assez classique, et pourrait ensuite reprendre sa glissade en direction des 42, 42 et demi. Pourquoi visons-nous cela ? Eh bien, parce que lorsqu'on perce un important support comme les 48, derrière, on a un potentiel de baisse qui est égal à la différence entre le dernier top et le point d'appui. Donc, ça nous donne 42,5. Puis aussi une raison fondamentale, eh bien, c'est que les vrais gens en Chine aussi, ils ont tendance à un peu moins consommer. On le voit bien au niveau des commandes industrielles. Il n'y a pas que l'Occident qui commande des produits chinois, c'est aussi commandé en interne. Et cette faiblesse de la conjoncture chinoise, elle se traduit bien aussi par la baisse de l'indice SSE à Shanghai. Alors, il a rebondi aujourd'hui, certes, de 0,7%, mais pendant que toutes les places occidentales festoyaient joyeusement grâce à l'effet Macron, eh bien, la bourse de Shanghai, ou celle de Shenzhen d'ailleurs, ne cessait de s'enfoncer. Preuve que sur place, on est bien conscient des réalités que vivent les vrais gens. Voilà. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de signal directionnel sur les indices boursiers, mais nous sommes prêts à parier que le prochain signal sera bien un signal baissier, mais pour cela, il faudra que personne ne l'ait anticipé. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec un VIX à 10, on peut penser qu'effectivement, personne n'anticipe une possible correction.